Hello mes déterminés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rita Albo Kofi, je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Soyez les bienvenus, abonnez-vous, activez la cloche de notification et merci à toutes les personnes abonnées de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, recevez de gros bisous. Ok, aujourd'hui on va parler des pires erreurs quand on vend des produits alimentaires africains ici en Europe. Il y a beaucoup de pièges, beaucoup de personnes tombent dans beaucoup de pièges. On va parler de tout ça. Okay? Donc, si tu veux réussir dans ce domaine et éviter les pièges en question qui peuvent ruiner ton projet, cette vidéo est pour toi. Donc, installe-toi, voilà, sois relax, partage à une personne que tu aimes beaucoup, que tu veux voir réussir, une personne qui est engagée dans ce genre de projet ou une personne qui aime la nourriture, tout simplement. OK, donc les différents pièges dans lesquels on tombe régulièrement en tant qu'Africains qui veulent vendre des produits africains en Europe ou en tout cas en Occident. La première chose, c'est ne pas connaître les lois et réglementations européennes. Voilà, c'est l'erreur numéro une et ça peut coûter cher. Parce qu'il faut savoir que les normes sanitaires sont strictes. La preuve, je pense que pour certaines personnes parmi vous, peut-être que vous trouvez ça casse-pied. Parce que, par exemple, les vidéos où je parle vraiment des normes en détail, des différentes choses à faire, à pas faire, voilà, on dirait que vous n'aimez pas trop. Mais c'est un mal nécessaire, il faut vraiment s'y coller. Chaque produit alimentaire doit respecter les normes européennes en matière d'hygiène et de sécurité. Par exemple, les produits doivent être testés pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas de substances interdites ou dangereuses. Voilà. Les emballages doivent mentionner tous les ingrédients, les allergènes, la durée limite d'utilisation optimale, la date limite de consommation, donc l'une ou l'autre. Voilà. Si tu veux aller plus loin, tu dois demander l'autorisation de mise sur le marché. Je parle de la France, mais ça concerne l'Europe, mais on va dire pour la France, par exemple, l'autorisation de mise sur le marché. Beaucoup d'entrepreneurs négligent cette étape-là, cette étape d'autorisation avant de vendre ton produit. Donc, tu dois être déclaré même déjà auprès des autorités compétentes, déclaré en termes de création d'entreprise, déclaré en termes de service de douane. Et puis aussi faire ton autorisation, demander ton autorisation de mise sur le marché. Il y a un petit coût qui va avec, mais c'est sanitaire parce qu'après ça, tu pourras vendre même dans les supermarchés. Maintenant, vendre dans les supermarchés, ce n'est pas la panacée, hein, ça, je le conçois. Et puis, voilà, l'objectif, c'est d'y aller petit à petit. Mais voilà, si tu te fixes comme objectif plus ou moins moyen terme de vendre dans les supermarchés, il faut vraiment que tu fasses l'autorisation de mise sur le marché. J'ai une vidéo quelque part sur la chaîne qui parle de ça. Le cas des auto-entrepreneurs, même si tu es auto-entrepreneur, tu es tenu de respecter ces obligations dont on vient de parler, ces obligations d'hygiène et sécurité alimentaire, le respect des normes, et le fait de demander une autorisation s'il y a besoin de demander. Il faut vraiment que tu te... Il ne faut pas te dire non, je suis au petit niveau d'entreprise, je suis une entreprise, entreprisette. Voilà, je suis une petite entreprise, je ne suis pas concernée, tu es concerné. Voilà, tu es tenu de respecter ces obligations. Et puis, la TVA, les certificats d'hygiène et tout ça, ça s'applique aussi à toi, quel que soit ton statut. Même si tu veux, même soit en association, tu es tenu. OK, la deuxième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de l'emballage. Ça, c'est notre travail de la communauté. En général, on ne prend pas ça tellement au sérieux. Et quand tu fais, par exemple, dans des produits que tu importes depuis l'Afrique, ton fournisseur aussi ne met pas de sérieux dans l'emballage. Toi aussi, tu continues avec ce manque de sérieux. Finalement, c'est moche. Ça ne donne pas envie. Et tu as souvent certains Africains qui disent qu'ils préfèrent acheter des choses ailleurs parce qu'ils ont plein de choses à dire là-dessus. Il faut savoir que l'emballage, c'est tout aussi important que le produit lui-même. Donc, si tu as un packaging qui est négligé, il n'y aura pas de vente ou il y aura moins de ventes. Les consommateurs européens, par exemple, tu sais très, 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 très bien qu'ils sont attirés d'abord par les emballages élégants, pratiques, éco-responsables, tes ingrédients, la liste des ingrédients que tu marques, ils font attention à tout ça. Donc, si ton produit est mal présenté, il risque de rester sur les étagères. Voilà. En plus, ce n'est pas comme s'ils ont, c'est un produit de leur enfance ou quoi que ce soit, c'est vraiment un achat de découverte et tout ça. Donc, si ça ne donne pas envie, on ne sait pas de quel coin du monde ça vient. Est-ce qu'il y avait... en fait, à travers le produit, la présentation du produit, on peut penser que même tu respectes toutes les normes ISO, quoi. Tellement c'est beau que ça donne... Tu as peur même de toucher le produit. J'exagère. Voilà. Donc, une étiquette claire et professionnelle, c'est mieux. Ton étiquette doit inclure le nom du produit, les ingrédients, les allergènes, le poids net, une mention pour dire produit dans tel endroit, produit en France, produit, voilà. Il y a des personnes qui marquent produit en Afrique. Bon, moi, je trouve que c'est mieux de mettre le nom du pays. C'est mieux que le produit en Afrique, c'est trop vague. Parce que tous les pays ne se valent pas en termes de crédibilité.
de ce qu'on pense du respect des règles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, pour nous, en Côte d'Ivoire, comme ça, il y a tellement d'institutions maintenant pour contrôler les produits. Il y en a tellement que des fois, même tu... Voilà. Et puis, il y a aussi, un peu comme pour la France, là, euh, autorisation de mise sur le marché avec... j'ai oublié le nom de la structure. Voilà. Mais c'est aussi contrôlé. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas passé par les différentes strates, c'est considéré comme un produit frauduleux. Voilà, si on retrouve ça sur les super. Par exemple, tu as juste loué un endroit, tu es en train de produire des frigolos, hein, ou tu es en train de produire des biscuits. Et tes biscuits sont emballés, tout et tout, bien jolis. Et ces biscuits-là se retrouvent en gros au marché d'Adjamé, donc les commerçants viennent acheter et tout. Alors, quand les services du LANEMA, par exemple, passent, ils vont aller regarder tout et tout. En plus, si ce n'est pas déclaré en termes de mise sur le marché, tu peux avoir des soucis. Je veux dire que chaque pays est plus ou moins avancé en ce qui concerne les règles d'hygiène et tout. Donc, si tu mets fabriqué en Afrique, c'est bon, voilà. Tu te mets, je ne connais pas les mauvais élèves particulièrement, je connais le cas de la Côte d'Ivoire, mais tu te mets potentiellement avec les mauvais élèves de la classe. Voilà, donc je pense que c'est mieux de marquer de ton pays. Et puis même des personnes originaires de ton pays ou qui ont vécu dans ton pays et qui font confiance à ce pays et à ce produit vont être très contentes de savoir que ça a été fait dans tel endroit. Donc voilà, produit en Afrique, je trouve que c'est trouvé. De la même façon que produit en France, tu es bien fier de mettre produit en France, bah voilà, marque exactement de quel pays il s'agit. Maintenant, en termes d'adaptation culturelle, bon, il y a certains mots ou certaines images sur ton emballage euh, qui peuvent ne pas passer en Europe. Donc, fais attention à ce que ton branding respecte vraiment les sensibilités locales et tout le reste. Donc, tu peux par exemple investir dans un design de qualité. Tu peux utiliser des plateformes comme Canva si toi-même tu es fort, ou tu peux tout simplement travailler avec un graphiste en freelance. OK? Voilà, ça permet d'éviter toutes sortes de mal de tête. Bon, la troisième erreur, c'est d'ignorer l'étude de marché. Tu ne peux pas simplement vendre un produit parce qu'il marche en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il marche en Afrique qu'il va marcher ici. Donc, tu dois connaître ton client. Quel type de produit africain intéresse les Européens si ce sont eux ta cible. Par exemple, quelles épices, quelles sauces, quels produits bio. Parce qu'en fait, je dis ça, mais il y a des personnes ici dans le projet, c'est les épiceries exotiques, d'autres, c'est les épiceries genre Afro Shop. Genre, parce que épicerie africaine et Afro Shop, il y a une différence. La différence, c'est que Afro Shop, il y a tout ce qu'il y a comme produits de beauté, mèches et tout, avec la nourriture et tout ça. Et épicerie africaine, bien entendu, comme le mot épicerie le dit, c'est que la nourriture. OK? Donc, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui achète des produits déjà fabriqués et qui, voilà. Donc, si tu sais que tu es dans une zone où il y a beaucoup d'Européens qui viennent, la population est quoi? Mixée, je sais pas, est mélangée. Et tu sais, ce genre de business, ça, c'est souvent les soirs à partir de 20h jusqu'à peut-être 22h. En tout cas, là, toutes sortes de personnes, peut-être que dans la journée, ils se disent non, mais ce truc africain, bon, je sais pas trop. Ils se disent qu'ils vont pas trouver leurs produits là-bas. Mais après, ils viennent soit pour acheter des cigarettes, pour acheter je sais pas quoi, pour acheter de la bière, pour acheter ça. Et après, ils vont découvrir des produits. Donc après, je sais pas si c'est vraiment ta cible. Il faut que tu vois qu'est-ce qu'ils peuvent aimer, des sauces, des épices, qu'est-ce que tu vas te proposer de leur faire découvrir aussi. Parce que dans ce genre de business, il y a beaucoup de personnes, ceux qui ont des business physiques là, par exemple, je vais dire un Indien, un Asiatique, peu importe qui, un Européen va rentrer, il va acheter une cigarette ou quelque chose, ils ne vont pas penser à dire, mais est-ce que vous connaissez tel produit? C'est très bien, ça fait comme si ça fait comme ça. Tu vois, ils ne vont pas proposer aux gens. Ils laissent les gens, c'est comme si chacun vient acheter ce qu'il connaît déjà. Même toi, tu rentres dans le magasin, tu es peut-être camerounais, il y a par exemple de la tchéké qui est venue en pagaille et tout. Ils ne vont pas te dire, est-ce que vous voulez goûter la tchéké? Peut-être tu n'as jamais goûté. Est-ce que vous voulez goûter, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut faire du bien, tu vois. Donc, si tu veux te lancer dans les épiceries exotiques et Afroshop et tout ça, vraiment réfléchis à ça. OK? Parce que c'est par rapport à ça aussi que tu vas t'approvisionner en fonction de. OK. Donc, quel produit africain intéresse les Européens que tu vises, si c'est eux que tu vises? Si tu vises plutôt les Africains, bah, quel genre d'Africain, quelle nationalité et tout. Et puis, qu'est-ce que ça va faire pour eux? Est-ce que ça leur permet d'avancer plus vite dans la cuisson? Est-ce que c'est un truc, genre snack pour se détendre et puis penser aux produits de leur enfance? Bref. Et puis, analyse les prix. Hein? Un produit peut être trop cher à exporter ou à produire pour être rentable en Europe. Donc, fais attention dans ta tarification, ton positionnement. Est-ce que tu veux te positionner comme une marque premium ou une marque abordable? Ça change tout. En termes de stratégie marketing, c'est pas pareil. Hein. Donc, ici, comme astuce, tu peux par exemple parler avec des clients potentiels, faire des sondages, visiter des épiceries africaines déjà établies ou des épiceries genre Afro Shop ou même des épiceries tout court, quelque part ici en Europe, pour comprendre ce qui se vend bien.
OK? Il y a des personnes, des tenants de boutique et autres qui peuvent vraiment te donner l'information. Tu vois, tu discutes, quoi. Voilà, il y a beaucoup qui peuvent te donner l'information. Oh, j'ai failli dire un truc. OK. La quatrième erreur, c'est ne pas gérer efficacement la logistique. Il faut savoir que la logistique, c'est vraiment un casse-tête. Ça, c'est en temps normal, même si c'est déjà un casse-tête, si ce n'est pas bien préparé. Donc, problème de conservation. Certains produits comme les fruits exotiques et consorts, là, les poissons séchés, les produits congelés, ça nécessite des conditions de transport qui sont spécifiques. Il faut que tu fasses attention à ça. Le coût du transport. Si tes marges sont faibles, les frais d'expédition vont te ruiner. C'est comme si tu étais en train de t'endetter. Hein? C'est comme si à chaque fois que tu vends un produit, tu sors de l'argent. Tu vois, c'est grave. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu t'es pas assis ou assise pour faire tes chiffres, pour connaître voilà, tes chiffres. Donc, les questions de délai aussi. Si tes produits mettent trop de temps à arriver, hein, tu risques de décevoir les clients ou de perdre des partenaires. Souvent, les clients vont passer, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ils viennent avec la question, même en supposant qu'il n'y en a pas. OK? Donc, fais attention à ça pour ne pas souvent être en rupture. Et quand tu es souvent en rupture, ça fait penser que tu es en faillite. Je ne sais pas si tu as ressenti ça. Ça fait penser que la boutique, en tout cas le commerce, est en faillite. OK. Donc, pour cela, travaille avec des transitaires spécialisés dans l'import-export de produits africains, c'est-à-dire dans ton process d'importer, voilà, d'importer depuis la France vers le pays où tu prends le produit en question. Il faut travailler avec des personnes spécialisées, pas avec des amateurs, parce que ce sont les personnes qui connaissent les meilleures options pour acheminer ta marchandise rapidement et à moins de coûts. Ce qui veut dire que si le transitaire est important, donc tu n'imagines même pas même l'importance du fournisseur. C'est encore plus important. OK. Donc, le fournisseur est encore plus important. La cinquième erreur, c'est le fait de négliger le marketing et la communication. Un produit, même s'il est excellent, ne se vend pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des produits qui finissent par se vendre tout seul, hein, mais c'est parce que tu as fait un travail de fond. À partir d'un moment, ça se vend tout seul. Je suis d'accord. Donc, si le manque de visibilité, si personne ne sait que ton produit existe, tu ne vendras rien. Les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, bon, en fait, chacun d'entre nous est habitué à un réseau social ou peut-être deux. Voilà. Il y en a même qui sont habitués à tous les réseaux sociaux. Bon, je ne sais pas si c'est productif, mais en tout cas, les réseaux sociaux sont vraiment des outils puissants pour faire connaître tes produits. Donc, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Et puis, bon, pour la plupart d'entre nous, on sous-estime le storytelling, comme je le dis souvent. Parce que les consommateurs qui viennent de partout dans le monde, donc européens, voilà, la population mélangée, on va dire, adore des produits qui ont une histoire, qui parlent de la provenance de tel ingrédient, de ton engagement envers des produits locaux en Afrique ou de tes valeurs. On pense souvent que c'est que les Européens qui sont tournés vers ça, mais je pense qu'une bonne partie des Africains, pour ne pas dire les Africains aussi, s'intéressent à la provenance des ingrédients et aussi à ce que à l'histoire aussi du produit. Bon, d'accord. Toi, tu peux dire que nous les élever à l'air libre, d'après Coach Chic, c'est-à-dire des personnes qui sont nées en Afrique, qui sont venues, que ce soit pour faire des études, pour faire le regroupement familial, peu importe ce que tu es venu faire. On a une mentalité un peu différente de nos enfants nés ici. Ça, c'est clair et net. Mais il faut savoir que nos enfants nés ici, c'est vrai qu'ils ressemblent à des Noirs, ils sont Noirs, c'est peut-être une partie de notre mentalité, mais ils ont une partie aussi de la mentalité du pays où tu vis. Donc, pour vous, nos frères qui sont en Afrique et qui produisent des produits alimentaires, quand vous faites ça c'est un disclaimer, quand vous faites vos produits, que vous comptez, vous cherchez désespérément des personnes pour vous représenter, pour faire vendre vos produits à l'étranger, pensez aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être noires, vous les voyez noires, mais qui n'ont pas grandi en Afrique. Donc, votre packaging doit être bien. Et puis, vous devez expliquer comment on utilise les choses. Vous vous dites que nous, on connaît. Donc, quand vous êtes gentil, vous mettez les ingrédients. Ça, c'est quand vous êtes gentil, parce que vous avez toujours peur que les gens vous piquent vos recettes. Donc, quand vous êtes gentil, vous mettez le nom du produit, les ingrédients, vous mettez vos numéros de téléphone partout. Donc, ce qui fait que même c'est décider à faire connaître une marque d'un petit producteur africain en Europe, tu as eu problème parce que son numéro est sur l'emballage. Et quand tu vois la dépense d'énergie et d'argent que tu vas devoir dépenser pour faire la mise sur le marché, pour faire plein de choses, tu vois que ce n'est pas la peine. Maintenant, pour revenir même aux producteurs eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un va décider que, bon, elle exporte le gombo sec, pilé, donc en poudre. Bon, c'est très bien, le gombo sec en poudre. Tu peux tomber sur, par exemple, une personne qui est adulte, mais qui vient d'un couple mixte, c'est que son papa est peut-être, on va dire, sa maman est peut-être française, son papa est africain, donc il mangeait français chez eux. Parce que c'est la maman qui faisait, par exemple, à manger. Je pense ce parti-là. Des fois, il y a des maisons où c'est l'homme qui aime cuisiner. Bon, donc, toi, tu envoies ton truc de gombo sec. Elle veut se connecter à ses origines et tout. Tu n'expliques pas comment on utilise. Bon, c'est pourquoi.
Hein? Donc, vous voyez que même tu cherches, tu vises, par exemple, on va dire des métis, tu vises les métis, les Africains et tout et tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait comment utiliser ton produit. Il n'y a aucune explication dessus. On va sur vos réseaux sociaux. Il n'y a pas de démonstration. Je ne sais pas. Tu vois? Et puis, racontons l'histoire, le storytelling de nos produits, c'est important. Bon, ça, c'était un petit truc pour dire aux gens qui sont en Afrique et qui produisent, qui font des produits alimentaires, de ne pas oublier d'expliquer comment ça s'utilise parce que beaucoup de personnes, tous nos enfants qu'on a eu ici, eux aussi, ils sont pas, même s'ils vont souvent en vacances, ils sont partis souvent en vacances, voilà, ils ne savent pas forcément comment tout utiliser. OK? Voilà. Donc, c'est des personnes peut-être qui travaillent aujourd'hui, qui ont vraiment de l'argent pour vous payer, mais vos produits, ça ne leur parle pas parce que vous ne mettez pas déjà sur l'emballage ou même sur la conception du produit, fait de sorte que les personnes découvrent, les personnes qui se connectent à leurs origines, il y a des personnes qui découvrent, il y a toutes sortes de personnes. Donc, faites comme quand vous prenez les emballages des produits occidentaux, là, regardez bien. Hein, si, par exemple, toi, tu es dans le genre épices, bah, regarde aussi. Si tu vas au supermarché, tu regardes les épices importées, là. Hein, les boîtes d'épices importées, là, qu'est-ce qu'ils ont marqué dessus? Tu essaies de faire la même chose. Si tu es dans le genre sauce, par exemple, les sauces bolognaises et tout, mais toi, tu fais un produit similaire, mais en mode sauce africaine du genre piment d'aloco, là, tu vois, les condiments, là. Voilà. Donc, toi aussi, tu regardes qu'est-ce qu'ils ont marqué dessus. C'est important, OK? Donc, ne sous-estime pas ton storytelling pour venir à nous. Il y a aussi le fait d'ignorer les partenaires locaux. Donc, on a souvent peur de fonctionner avec les influenceurs parce qu'on entend tout ce que des fois tu peux les payer, ils mettent 100 ans avant de faire ta publicité. Genre, quand tu es mort de soif au bord de l'eau, quand tu n'as plus besoin, tu ne peux pas aussi les stresser. C'est eux qui ont la visibilité. Tu as donné ton argent, ils ne parlent pas de ton produit, tu ne peux rien faire. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont des scrupules à travailler avec les influenceurs en ce qui concerne la publicité sur leurs produits. Bon, après, moi, je ne peux rien dire dessus. Je n'ai jamais fait appel à des influenceurs aussi. Mais des fois, j'imagine, je me dis, ah, si je faisais appel à un tel, mais bon, je n'ai jamais fait. Mais je pense que ça peut être très intéressant. À part ça aussi, il y a d'autres moyens, il y a des restaurants, il y a d'autres endroits en fait, pour faire connaître ton produit. OK? Bon, euh, donc tu vas te créer un réseau social tout simplement, tu vas parler de ta marque, tu vas poster des choses régulièrement, tu as fait des photos, tu as fait des vidéos, tu as fait des recettes. Tu ne laisses pas. Je te dis, on est déjà né, il n'y a pas de pitié dedans. Voilà. C'est là, c'est pour avoir du succès. On ne peut pas reculer. Donc, la sixième erreur maintenant, c'est de ne pas gérer les attentes culturelles des gens. Voilà. Par exemple, les consommateurs européens ne connaissent pas forcément tous les produits africains. Donc, propose des recettes, des conseils d'utilisation. Donc, si tu vends des choses, explique. C'est ce que j'avais dit avant. J'avais dénoncé même le sujet. OK? Donc, simplifie ton message avec un produit. Un nom, que le nom est trop complexe aussi, c'est compliqué. Hein? Donc, un nom facile, une description facile aussi, parce que si c'est difficile, la description du produit, tout ça, ça peut être compliqué et même rebuter les clients. Donc, rends ton produit accessible en utilisant des références locales. Par exemple, euh, pour le mélange pour curry, voilà, au lieu d'utiliser un thème inconnu. Voilà, non. Voilà, si tu dis mélange pour curry, mélange pour tant, les gens ils comprennent que c'est ça. OK. Il y a aussi le fait de sous-estimer la fiscalité européenne. Parce qu'en Europe, la TVA sur les produits alimentaires, ça varie selon le pays et le type de produit. Donc, renseigne-toi. Renseigne-toi même sur ma chaîne. J'ai détaillé les différents taux en fonction de ce que tu vends. Voilà. Pour la France, par exemple, les produits alimentaires sont généralement à 5,5%. Mais pour certains produits, quand même alimentaires, ça peut aller à 20%. Regarde un peu sur la chaîne, je t'ai mis le détail. Voilà. Maintenant, il y a une obligation, il y a des obligations fiscales pour les auto-entrepreneurs aussi. Donc, si tu es auto-entrepreneur, tu dois déclarer tes revenus puis respecter les seuils annuels. Tu vois pourquoi je te dis que ce n'est pas forcément le bon statut pour vendre euh, ce genre de produit-là. Parce que, euh, en tant qu'auto-entrepreneur, si mes souvenirs sont bons, tu ne déclares pas, par exemple, ton bénéfice et ton chiffre d'affaires que tu déclares, tu vois. Donc, tu vois, ce n'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Donc, assure-toi en tout cas de bien comprendre les limites pour éviter des surprises. Donc, consulte un expert comptable si tu veux à ce sujet. Voilà. Il y a aussi le dernier truc que moi je vois comme erreur, c'est le fait de ne pas avoir une stratégie à long terme. De toute façon, si tu es honnête avec toi-même, si tu es déjà lancé, tu es honnête avec toi-même, je te laisse faire ton introspection en ce qui concerne ta stratégie long terme. Voilà. Les objectifs flous, ça nous connaît aussi. Hein? Sans stratégie claire, tu risques de t'épuiser sans jamais atteindre l'objectif parce que justement, tu ne sais pas où tu vas. Le manque d'innovation. Si tu te contentes de vendre les mêmes produits que tout le monde et de la même façon que tout le monde surtout, tu risques de te faire dépasser par la concurrence, même dépasser par des gens qui ne sont même pas de ta concurrence, qui ne font même pas partie de ta concurrence. Donc, planifie tes objectifs sur 6 mois,
un an, même 5 ans, pourquoi pas. Et puis, pense à diversifier ton offre pour vraiment élargir ta cible. C'est de ça que tu as besoin. Voilà, c'est pas parce que tu vends des produits africains que tu as besoin de vendre que aux Africains. Hein? Voilà, quand les Occidentaux vendent leurs produits, ne cherchent pas à vendre que aux Occidentaux, ça s'adresse à tout le monde. Donc, voilà, si tu veux vraiment, c'est à toi aussi de faire découvrir tes produits. OK? Voilà. Donc, je pense que tu peux même sacrifier un peu d'argent pour, en fait, dans les produits où tu gagnes le plus, là, surtout. Hein, n'hésite pas à sacrifier un peu d'argent pour faire découvrir ces produits-là aux personnes, même si c'est gratuitement, même s'il faut les emballer. Par exemple, tu les réemballes, quoi. S'il faut les réemballer, n'hésite pas pour faire découvrir des trucs aux gens. Par exemple, si tu vends de la chicken, mais dans ta ville, c'est vrai que tu as, par exemple, un commerce alimentaire africain, tu as la possibilité d'avoir de la chicken. Tu vois que sur la chicken, tu gagnes pas du 4 euros, du 3 à 4 euros de bénéfices sur le produit. Ça veut dire aussi que ça te rapporte beaucoup. Donc, à partir de là, tu peux demander à ton fournisseur ivoirien, voilà, puisqu'il s'agit de la checker, tu peux demander à ton fournisseur ivoirien, par exemple, de te faire, ben ça, c'est vrai que ça va être une logistique, mais le fournisseur veut te garder, il ne va te faire plaisir. C'est-à-dire que là où on te faisait des sachets de 250 grammes, tu peux demander aussi au fournisseur de te faire des sachets de 150 grammes, 150 grammes. Tu comprends? Voilà. 100 grammes, ça va ressembler à quoi? Non, 100 grammes, ça va être trop petit. 150 grammes, 150 grammes, tu vois. Voilà, tu sacrifies. Tu payes, bien entendu, mais lui, ça lui fait une logistique différente parce que déjà, même en termes de sachets, il va devoir acheter des sachets qu'il n'a pas habituellement parce que du coup, il va acheter des sachets différents. Voilà. Sinon, les boules ne vont ressembler à rien. Donc, il est obligé d'acheter des sachets différents. Mais c'est pour te faire plaisir. Et puis, tu vas permettre de faire découvrir, par exemple, la chicken à des. Bon, l'Afrique de l'Ouest, je pense que tout le monde mange la chicken. Hein. Tout le monde mange la chicken. Aux gens d'Afrique centrale, Afrique de l'Est, voilà. Même Afrique du Nord, pourquoi pas, même s'ils ont le couscous, Afrique du Nord, voilà. Ça permet aux gens Donc, ce qui fait que la prochaine fois, ceux qui vont acheter, ce n'est pas que les Ivoiriens, ce n'est pas que les gens d'Afrique de l'Ouest, c'est les gens de. Donc, tu peux échanger cet exemple-là en mettant d'autres produits, peut-être que je ne connais pas, mais que toi, tu as envie de mettre en avant. En tout cas, les produits sur lesquels tu gagnes le plus, sois prêt à miser pour faire connaître ces produits-là. D'accord? OK. Bon, voilà, c'était un peu ça. Donc, maintenant que tu connais les erreurs à éviter, si tu veux vendre des produits africains en Europe, crois-moi, en appliquant ces conseils, tu vas vraiment augmenter tes chances de réussite, je dirais même de façon spectaculaire. Donc, n'oublie pas la clé, c'est de bien te préparer et de toujours garder ton objectif en tête. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et répond à tes questions, répond à tes inquiétudes, t'apaise. Tu vas réussir, il n'y a pas d'autre moyen. Cette année-là, c'est on gagne, on gagne. Forcez, marche en avant, activé. On s'en va seulement. Tu vas réussir. Donc, c'est dans ça qu'on est. Je te fais de gros bisous et on se dit à très, très bientôt.